Bonjour Karim Bouambrane. Bonjour Madame Lambray. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes le maire de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, depuis 6 ans maintenant, et vous êtes candidat à la présidentielle. Pourquoi ajouter une candidature à gauche? Pourriez-vous faire à l'échelle du pays ce que vous estimez faire pour votre ville, sur le narcotrafic ou la protection de l'enfance notamment? Mais d'abord, la canicule, impréparation, inaction, incompétence. Est-ce que vous faites partie de ceux qui font le procès du gouvernement? Je fais surtout le procès de toutes celles et ceux qui étaient dans le déni climatique. Là, ce n'est pas une exception ce qui s'est passé en ce début d'été. On rentre dans le vif du sujet du début du XXIe siècle où aujourd'hui on ne peut plus continuer à vivre qu'on a continué à vivre avec cette espèce de déni climatique. Que ce soit sur le plan du bâtimentaire, que ce soit sur le plan de la végétalisation, que ce soit sur le plan des us et coutumes, que ce soit sur le plan du comportement, que ce soit sur le plan des investissements qu'on doit faire en direction des budgets verts. Donc on change de paradigme. Donc je fais le procès de toutes celles et ceux qui nous ont précédés depuis les 30 dernières années. Mais il y a un gouvernement en place aujourd'hui. Il y a un gouvernement en place. Depuis quelques années déjà. Est-ce qu'il a été dans le déni lui aussi? Est-ce qu'il n'a pas fait suffisamment? Il ne s'est pas préparé suffisamment? Il était dans le continuum de tout ce qui a caractérisé les 30 dernières années. C'est qu'on se dit, on prie le bon Dieu si on est croyant, qu'il n'y ait pas de pic de chaleur. En attendant, ce n'est pas le gouvernement qui va être en capacité de changer tout le bâtimentaire. Moi, en tant que maire, je le vois, une bonne partie des constructions, que ce soit des passoires thermiques ou que ce soit des problèmes d'exposition plein sud, que ce soit des matériaux utilisés, des coudrons noirs, du coudron, des baies vitrées. On est encore dans une logique d'urbanisme des années 70 qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui il y a un réchauffement climatique. Donc il y a ce sujet-là, mais le vrai sujet aussi c'est être en capacité de végétaliser. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'étais en Colombie, à Medellín par exemple, ils ont planté 3 millions, ils ont gagné 2 degrés. À Saint-Ouen, j'ai doublé la végétalisation de 16 hectares à 32 hectares. Je suis sur une dynamique de planter 3000 arbres. C'est comme ça qu'on arrivera vous savez combien de degrés vous avez gagné en plantant votre en plantant 3000 arbres, on va gagner 1 degré, 1,5 degré pour les 5, 6, 7 prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre pour dire que le système a tenu? Le système a tenu. Tout dépend ce qu'on entend par le système a tenu. Les hôpitaux aujourd'hui, c'était limite en rupture. Les agents de la fonction publique, ils vont être au bord du burn-out. On va être. J'attends le bilan. Est-ce que ça va être proche de 2003 où on a touché les 15 000 morts? Ça a tenu. Oui, on a un pays qui tient, comme ça a tenu pendant le Covid. Mais est-ce qu'on doit se limiter à ça a tenu? Faut aujourd'hui changer de paradigme et être dans une logique de. Faut non pas que ça tienne, mais qu'on change. Et c'est pour ça que moi, en tant que candidat à la présidence de la République, moi, ce que je recommande, c'est qu'il y ait un minimum de surface végétalisée dans chaque ville urbanisée. On a un taux de logements sociaux minimum dans le cadre de la loi SRU. Vous voulez que la loi grave dans le marbre le taux de végétalisation des villes? Absolument. Par exemple, à Saint-Ouen, moi, j'ai doublé le nombre d'hectares végétalisés. Il faut qu'on l'impose. On impose, et c'est très bien, dans le cadre d'une démocratie sociale, d'une puissance publique interventionniste, un minimum de logements sociaux dans toutes les villes. Vous dites faisons la même chose avec les arbres. Faisons la même chose pour les arbres et la végétalisation. La question qui se pose aussi en toile de fond, c'est celle de la responsabilité des villes et la responsabilité de l'État. L'État et les collectivités se sont renvoyées la balle ces derniers jours. Par exemple, sur le sujet des écoles surchauffées, je ne peux pas rénover un bâtiment qui ne m'appartient pas, je ne peux pas poser la clim moi-même. C'est ce que disait le ministre de l'Éducation nationale qui était à votre place il y a quelques jours sur France Info. Est-ce qu'il se défausse ou est-ce qu'il a raison? C'est à vous, en tant que maire, de rendre les écoles supportables pour les enfants et les profs. Bravo, monsieur le ministre de l'Éducation. Je ne peux pas remplacer les clims dans les écoles. Mais qui va les payer, les clims? J'ai la chance, à Saint-Ouen, en tant que maire de Saint-Ouen, d'avoir les moyens de mes ambitions et pour réagir au regard de l'urgence, être en capacité de mettre des salles rafraîchissantes et de mettre des climatiseurs. Donc, première décision. Heureusement que je n'ai pas fermé les écoles. Le premier problème des familles, aucune école a fermé, Madame Lambray, mais pourquoi? Parce que les premières victimes collatérales, c'est toutes celles et ceux qui sont à 3, 4 par chambre. C'est ça la réalité. Ensuite, les climatiseurs, faut pouvoir les acheter. Ensuite, les salles rafraîchissantes, faut avoir les moyens de pouvoir les acheter. Et ensuite, il faut pouvoir coordonner les piscines ouvertes gratuites. C'est ce que j'ai fait par exemple à Saint-Ouen, mais encore faut-il avoir une piscine, encore faut-il que les présidents d'intercommunalités, comme c'est le cas
dans la ville où j'exerce, le président de la pleine commune, c'est M. Bagayoko. Donc avoir la possibilité d'ouvrir les piscines, moi j'ai pu ouvrir les piscines jusqu'à 23h30. Encore faut-il avoir la possibilité et les moyens humains d'ouvrir les parcs toute la nuit, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est très bien de se défausser sur les maires, mais aujourd'hui... Mais les écoles, c'est bien le rôle des maires, non? Non, les écoles, c'est le rôle... Le bâti, le bâtiment des écoles. Le bâti, c'est le rôle des maires. Donc, encore faut-il que les maires aient eu la possibilité d'avoir des constructions en phase avec cette exigence climatique. C'est pas forcément le cas. Je vous donne un exemple, Mme Lambray, c'est la autoroute. Actuellement, j'exerce un rapport de force avec des constructeurs, avec des promoteurs qui ont construit une école, Aretha Franklin pour ne pas la citer, avec un déficit climatique, avec un déficit en termes de construction qui nous affecte de 1 million. Donc c'est une guerre de tous instants. Orientation sud, n'importe quoi. Donc oui, c'est le rôle des maires. Vous voulez dire que l'école est construite vers le sud, c'est ça? Exactement. Donc oui, c'est le rôle des maires au niveau des bâtis, mais une fois qu'on a dit ça, il y a une question financière qui se pose. Vous savez, contrairement à l'État, on y reviendra, le maire ne peut pas voter un budget en déficit. Donc au bout d'un moment, soit on continue à augmenter le fonds vert. Or, le fonds vert a été réduit lors des dernières années. 2,4 milliards en 2024 à 837 millions en 2026. Absolument. Donc c'est bien beau lorsque le ministre de l'Éducation dit oui, je ne suis pas maire. Donc donner les maires les moyens de faire en sorte qu'on arrive à répondre aux enjeux climatiques. Moi j'ai déjà démarré depuis 2020, je l'ai évoqué au niveau végétalisation, urbanisation, et puis la question des transports, c'est pas des prérogatives des maires, c'est des prérogatives des régions. Une pensée particulière, le plus difficile humainement, ce sont les personnes âgées, totalement isolées, qui meurent dans le plus grand silence. Comment en avez-vous pris soin à Saint-Ouen et comment allez-vous en prendre soin parce qu'on annonce pour la semaine prochaine potentiellement une nouvelle canicule historique? Très bon point, les personnes âgées, et je rajouterais les SDF. Qui sont souvent sur le plan de la protection sociale. C'est plus facile, entre guillemets, les SDF, parce qu'ils sont dans les rues, on les voit. Or, les personnes âgées, souvent, elles sont chez elles et elles n'ont aucun contact avec personne. Très juste. Et j'ajouterais, les SDF, on les voit, mais c'est compliqué parce qu'il y a une rupture psychologique qui fait qu'ils refusent souvent les aides. Alors, concernant les personnes âgées, on a monté une hotline, une ligne directe. On a mobilisé notre bailleur social. On a fait ce que j'appelle du dernier mètre. On a 6 000 logements sociaux à Saint-Ouen, 3-4 personnes. On a souvent des personnes seules. On a une hotline 01 49 45 77 01. On a mobilisé notre réseau associatif. On a mobilisé notre équipe d'élus. On a un service de protection vieillesse. Donc on a mobilisé une surmortalité? Non, on n'a pas de surmortalité. La surmortalité est souvent liée, comme j'ai dit à Mme Lambray, à une pauvreté endémique. À Saint-Ouen, on a une ville qui s'enrichit et surtout on a une protection sociale relativement forte et on a anticipé. On a anticipé, nous, nos personnes âgées, nos personnes qui sont très précarisées, on a un service spécifique qui les suit toute l'année. On n'attend pas à ce qu'il y ait des pics. Vous les avez identifiés, vous Absolument, savez combien de personnes âgées il y a à Saint-Ouen et où elles sont On les a identifiées, il y a un suivi avec le docteur Joab, il y a un suivi et puis surtout on a mis en place une espèce de parrainage avec les jeunes, ce qu'on appelle le lien intergénérationnel. Un grand plan clim, comme propose le Rassemblement national et désormais Édouard Philippe, est-ce que c'est la solution, climatiser au maximum? Non, la solution, c'est un plan de végétalisation. La solution, c'est travailler avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour faire en sorte que le bâti intègre les nouvelles normes de végétalisation, les normes écologiques. Mais en attendant, Karim Bouamrane, pardon, parce que la végétalisation, c'est bien dehors, mais à l'intérieur, dans les écoles, dans les hôpitaux, vous êtes contre le fait de climatiser les bâtiments en attendant... En attendant, je suis pour la climatisation. En attendant, je suis pour climatiser les EHPAD. En attendant, c'est une question de vie ou de mort. Donc vous êtes pour la climatisation? Ah non, mais moi je suis pas un ayatollah contre la climatisation. Ça, pour moi, c'est le débat hors sol. Parce qu'il y a un débat en ce moment. Mais parce qu'ils sont complètement à l'ouest. Monique Barbu, la ministre de l'écologie, a dit qu'elle était horrifiée quand elle entendait ceux qui disaient qu'il fallait mettre de la clim partout, en disant que c'est pas ça qui allait sauver, arrêter les feux de forêt notamment. Non mais attendez, moi je suis en responsabilité, je suis dans le réel. Aujourd'hui, quand vous avez des maisons de retraite, des EHPAD, des hôpitaux, quand vous avez des personnes qui sortent des salles d'opération, vous pensez que c'est le moment de faire un débat philosophique sur la climatisation? Il faut rafraîchir, il faut mettre des climatiseurs. Ensuite, la question structurelle, systémique, est-ce que c'est ce qui va nous donner la possibilité de lutter contre le réchauffement climatique, les clims? Non.
ce sont les arbres, c'est les énergies fossiles, c'est avoir une politique énergétique qui réponde aux injonctions, aux préconisations du GIEC. C'est ça ce qui va nous permettre de faire la différence, changer de mix énergétique. Justement, vous expliquez que le logement est à l'origine d'une très grande partie des inégalités, de la violence et évidemment de la vulnérabilité à la Absolument. canicule. Si vous ne pouviez faire qu'une seule réforme, quelle serait-elle ? Sur le logement, c'est baisser les prix et on baissera les prix uniquement en baissant le taux de TVA. Aujourd'hui, il est à 20%, il faut le descendre à 5,5 et faire en sorte que ce soit un produit de première nécessité. Le point commun de toutes les Françaises et les Français, c'est qu'on a besoin d'un logement. Alors, Il faut rendre le logement accessible. Il y a un collectif de militants qui lance une pétition. Pas de volet, pas de loyer. Ils demandent que les locataires puissent suspendre le paiement de leur loyer lorsqu'un logement devient inhabitable pendant les canicules, notamment droit au logement. Que pensez-vous de cette initiative ? C'est très bien, mais qui paie ? Là, ils ne paient pas, justement. Ben voilà, donc au bout d'un moment, aujourd'hui, avec la crise géopolitique, avec la montée des fluides, la montée des prix des matières premières, aujourd'hui, vous avez une bonne partie des personnes qui vivent dans les logements sociaux qui sont en incapacité de payer leurs charges. Donc qui paie au bout d'un moment, c'est la puissance publique. Donc ils sont sympas, les gens du droit au logement, qui sont souvent portés par LFI, mais le principe de réalité, ils savent pas ce que c'est. Parce qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui paie. Donc c'est la puissance publique. Et la puissance publique qui fait du social, elle ne peut pas être en capacité de dire c'est gratuit. Ce n'est pas possible. Donc l'objectif, si on veut avoir du logement social de qualité, c'est des recettes et des dépenses. C'est ça le principe consubstantiel d'une démocratie sociale. Et qu'est-ce que vous demandez, juste d'un mot, au gouvernement aujourd'hui ? Parce que tout à l'heure, vous déploriez que le fonds vert, qui aide les collectivités à s'adapter, est diminué. Mais Sébastien Lecornu, lui, il souligne le fait que depuis 2017, les aides de l'État aux collectivités pour rénover notamment les écoles ont dépassé plus de 1 milliard d'euros. Augmenter le fonds vert, il faut le doubler. À chaque fois, dans le cadre des lois du PLF ou du PLFSS, les premières mesures qui sont rabotées, c'est le fonds vert. Deuxième élément, c'est imposer aux architectes dans tout type de cahier des charges le minimum des enjeux climatiques. Je parle des expositions, je parle du type de matériaux. Ensuite, je l'ai évoqué, c'est une loi qui impose à toutes les collectivités territoriales, parce que le réchauffement climatique n'est pas territorialisé, il ne se limite pas aux villes, il est imposé un minimum de surface végétalisée. Karim Bouamrane, dans un instant, on va parler du meurtre d'un jeune homme à Narbonne. Il était à l'aide sociale à l'enfance, mais pour l'instant, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Funiard. Les autorités monégasques parlent d'un probable attentat. Un colis piégé a explosé hier soir dans un immeuble de la principauté. 3 blessés, 2 graves, un oligarque ukrainien et son épouse. Un suspect est en fuite. Les secouristes s'activent toujours, mais le bilan devrait encore s'alourdir. Pour le moment, plus de 1700 personnes sont mortes dans les 2 séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière. Les Nations Unies estiment que 50 000 personnes sont toujours portées disparues. La taxe française de 2 € sur les petits colis sera suspendue demain par le gouvernement. Elle est entrée en vigueur il y a 3 mois pour lutter contre les plateformes de vente en ligne asiatiques. Elle sera remplacée par une taxe européenne de 3 €. Et puis les choses sérieuses commencent pour les Bleus ce soir. Premier match à élimination directe pour l'équipe de France à la Coupe du Monde de football. Ça commence à 23h et c'est face à la Suède pour une place en 8e de finale. Cette nuit, l'Allemagne et les Pays-Bas ont été éliminés. Le Maroc et le Paraguay se sont qualifiés. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen et candidat à la présidentielle. On va parler de votre candidature à gauche, mais d'abord le lynchage d'un jeune de 17 ans, Paul. Oui, je vous ai vu crier de joie concernant les résultats du Maroc, mais effectivement, on préfère vous interroger sur le lynchage à mort de ce jeune de 17 ans à Narbonne qui met tragiquement en lumière les défaillants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Ce jeune, Louis, souffrait de troubles de l'attention, vivait dans un foyer à la demande de son père. Il avait déjà été agressé, avait signalé les faits, mais n'avait pu être protégé. Vous voulez faire de la protection de l'enfance une priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est devenue une machine à broyer nos enfants ? Oui, on a créé de joie, parce qu'un petit peu de joie dans ce monde de brut, parce qu'effectivement, l'actualité avec l'affaire de Louis, on a eu la même chose avec Théo, avec Lias, on se rend compte que les violences intramineurs, c'est 196% d'augmentation. Les raisons sont multifactorielles. Tout d'abord, il faut une intransigeance totale en termes de sanctions. Souvent, il y a le débat, l'excuse de minorité, l'ordonnance de 45. Je pars du principe que, en tant que candidat à la présidence de la République, l'arsenal juridique est prêt et bien. Bon. Donc il ne faut pas modifier Il ne faut pas modifier l'excuse de minorité.
C'est très bien, d'autant plus que c'est soumis de façon discrétionnaire au magistrat. C'est pas applicable systématiquement. Pourtant, la mère dit qu'elle veut que ces agresseurs qui ont tué son fils soient jugés comme des adultes. Oui, oui, oui. Mais derrière, elle ne remet pas en cause l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, l'excuse de minorité, elle permet, c'est divisé par 2, mais ce n'est pas automatique. L'expression de la maman, j'ai beaucoup d'empathie pour la maman. Je veux dire, toutes les semaines en tant que mère, je me déplace pour exprimer des condoléances à des familles qui perdent leurs enfants. C'est dur. L'ASE. Oui, juste sur l'excuse de minorité, Oui. c'est pas automatique, mais c'est quand même exceptionnel. Et effectivement, le mineur encourt une peine inférieure de moitié à celle du majeur. De moitié, donc peine maximale de 18-20 ans en fonction de l'âge, moins de 16 ans. Donc vous dites que ce principe est un bon principe, priorité à l'éducatif sur le répressif quand il s'agit de mineurs. C'est exactement là que je voulais en venir, absolument. Donc l'éducatif. Aujourd'hui, vous avez l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, 400 000 enfants, il manque à peu près 10%. Bon. Lorsqu'on dit les droits de l'enfant, protéger l'enfant, vous avez vu les conditions des gamins de l'aide sociale à l'enfance ? Rupture familiale, rupture affective, rupture sentimentale. On les balade de famille en famille. Vous avez une bonne partie d'entre eux qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Une bonne partie d'entre eux qui finissent sans domicile fixe, avec une violence exacerbée par les réseaux sociaux. Donc, il y a un sujet au niveau de prise de conscience de la violence. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que tout ça, on le sait depuis longtemps. Oui, alors, le constat sur l'aide sociale à l'enfance, il a d'ailleurs été fait par une socialiste il y a un an dans un rapport assez documenté. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Pourquoi on ne s'occupe pas de l'aide sociale à l'enfance ? Je vais vous dire, parce que je vais vous dire, Madame Lambray, pourquoi c'est pas une priorité ? Parce qu'aujourd'hui, sanctuariser la parole de l'enfant lorsqu'elle est victime de violences sexuelles, c'est pas du tout la règle dans notre pays. Lorsqu'il y a 160 000 enfants qui se font violer, qui sont victimes de prédateurs, eh bien la parole de l'enfant n'est pas sanctuarisée. Lorsqu'aujourd'hui on se dit tiens, il faut raboter sur le budget social, qui sont les premières victimes de ce rabot ? Ce sont les départements et les villes, donc l'aide sociale à l'enfance. Lorsqu'on parle de problèmes de logement, lorsqu'il manque 500 000 logements, 12 millions de mal logés, qui sont les premières victimes collatérales ? Ce sont les jeunes, et les jeunes précarisés, et des jeunes qui viennent de l'aide sociale à l'enfance. Donc oui, on le connaît, le constat. Mais moi, président, je privilégierais la protection de l'enfance, et ça passe par le logement, ça passe par l'aide sociale à l'enfance, et ça passe par le suivi psychologique d'une bonne partie de ces familles. Justement, vous êtes candidat à la présidentielle, vous dites déjà moi président comme François Hollande. Pourquoi ajouter votre candidature à une longue liste de candidats ou potentiels candidats à gauche ? Vous disiez on n'est pas assez nombreux ? Et parce qu'on est nombreux à soutenir ma candidature, parce qu'on est nombreux à refuser cette bipolarisation institutionnalisée entre Mélenchon d'un côté et Bardella-Le Pen de l'autre, parce qu'on est de plus en plus nombreux à se dire on veut une France humaine, on veut une France forte, parce qu'on est de plus en plus nombreux à se dire on veut se sentir en sécurité, on veut être protégé, on veut être soigné. 86% de mes amis. Qui sont vos soutiens, Karim Bouamrane ? Parce qu'on a vu Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a rallié Édouard Philippe hier. Vous, qui sont vos soutiens ? Des maires de province, Plévin, Gagnères, en Picardie, en Seine-Saint-Denis. Des députés aussi ou pas ? Donc des parlementaires, vous pensez des que ça conseils fait départementaux. Quoi, ça, face aux autres candidats ou potentiels candidats ? Vous savez, Madame Lambray, il y a en octobre 2024, quand je lance mon mouvement La France humaine et forte, c'est exactement ce qu'on me posait comme question. Il y aura qui dans votre meeting ? Je leur dis, il y aura le peuple. Et parce qu'il y aura du monde, les barons qui me méprisent et qui, pour eux, me voir comme président de la République, les bousculent, eh bien, il y avait plus de 4000 personnes. Qui vous méprise ? Qui vous méprise ? Les barons de gauche et les barons socialistes. Olivier Faure, François Hollande, vous vous sentez méprisé par eux ? Quand vous êtes une femme ou quand vous êtes un responsable politique qui est fils d'ouvrier, qui plus est avec un culte qui est le mien et un phénotype qui est le mien, c'est-à-dire arabes, noirs et musulmans, ça leur pose problème. Attendez, ça pose un problème à Olivier Faure et François Hollande, par exemple, ou Raphaël Glucksmann, que vous soyez, pour reprendre votre expression, musulman. Pour vous, c'est un problème. Ça pose problème à l'establishment structurel des socialistes et d'une partie de la gauche d'intégrer que dans notre pays, on peut avoir une présidente de la République, c'est-à-dire une femme, ou
un homme qui est noir, qui est maghrébin et qui est de confession musulmane. C'est très grave, c'est très grave. Vous pensez qu'ils sont racistes ? Et je pense que ce sont des conservateurs et ils ont du mal à changer, comme on dirait, pardonnez-moi l'anglicisme, je sais que je vais me faire rattraper par la patrouille, mais de mindset. Parce que ils sont empruntés par des réflexes des années 70, 80. Ils aiment bien. J'ai gagné, moi. J'ai gagné, j'ai regagné. Et j'ai regagné. À Saint-Ouen. J'ai gagné à Saint-Ouen, j'ai gagné en Seine-Saint-Denis, j'ai présidé l'Est des grands projets, des grands paris, c'est un budget de 6 milliards. J'ai failli être Premier ministre, c'était pas des histoires anecdotiques, c'était quand même un sujet. J'ai refusé, et les conditions n'étaient pas réunies parce que la gauche, justement, ne soutenait pas. Mais aujourd'hui, Karim Bouamrane, vous n'êtes pas testé dans les sondages pour le premier tour. Ça commence. Peut-être aussi qu'ils regardent les sondages, les intentions de vote. Alors, c'est exactement le serpent qui se mord la queue. Donc, je ne suis pas sondé, je commence à être sondé. Je ne suis pas sondé, donc je ne suis pas légitime. Ceux qui sont sondés, qui ne sont pas candidats, sont sondés, donc on dit d'eux, effectivement, ils sont éventuellement légitimes. Moi, je suis très pragmatique. C'est les soutiens et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je veux faire. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus majoritaires à vouloir plus de sécurité, plus de santé, plus d'éducation et plus de souveraineté, notamment sur les questions liées à... Ça, c'est sur le fond, mais comment vous faites pour vous imposer ? Il y a un bureau socialiste ce soir, un bureau national du Parti socialiste. Les membres de ce bureau national, dont vous êtes d'ailleurs, doivent se mettre d'accord sur un mode de départage, c'est-à-dire une primaire. Vous êtes opposé à cette primaire. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à tracer votre route tout seul si les militants du PS votent ce système de primaire ? Mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Mais je veux dire que déjà quand vous êtes... Pas de primaire déjà quand vous êtes maire, trouvez-moi des personnes dans le giron socialiste, à l'exception de personnes comme Nicolas Meyer-Rossignol, à qui je transmets toutes mes amitiés au regard de la période qu'il est en train de traverser. C'est-à-dire qu'il avait annoncé une rechute de ce concert. Ouais. Qui ont été élus, réélus, d'une ville de plus de 50 000 habitants, en mettant 30 points à l'extrême gauche, à la LFI, qui, vous avez dit que je ne suis pas sondé, je commence à être sondé. Mais sur la primaire, donc la primaire, vous n'irez pas. Même si un vote des adhérents la primaire, pour moi, je vais vous dire ce que c'est. Dites-nous, parce que sur la primaire. Tactique de boutiquier pour éviter d'attaquer en frontal Jean-Luc Mélenchon et pour s'auto-persuader que le meilleur candidat, c'est Olivier Faure. Vous pensez que c'est ça ? Mais non, mais c'est qu'il veut être candidat, c'est ça ? Mais non, mais c'est que... La primaire de la primaire de la primaire de la primaire de la primaire. Moi, quand je me promène en Bretagne ou dans les Landes, on ne parle pas de primaire. Hein. On parle de lutte contre le narcotrafic. Il vous parle de comment vous départager. Il y a tellement de candidats à gauche, il faut bien vous départager. Ce sont les sondages qui vont nous départager. Moi, je suis très pragmatique. On verra. Pour l'instant, vous n'avez pas gagné au départage des sondages. Mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui la France a gagné la Coupe du Monde ? Est-ce qu'aujourd'hui le Maroc a gagné la Coupe du Monde ? On est en pleine compétition. Et on verra à la sortie de l'automne. On verra. On en reparlera. En attendant, je trace, je rassemble, je fédère et je vous rassure, on est de plus en plus nombreux. Vous avez une équipe et vous avez combien de parrainages sur les 500 nécessaires pour être candidat ? Donc là, on devrait finir les 100 parrainages à la fin de l'été. 100 parrainages sur 500 à la fin du mois de juillet. Il est 8h57, c'est l'heure de la question qui caricature. Vous avez dénoncé comme une honte une caricature de Charlie Hebdo sur Didier Deschamps. Jusqu'où doit aller, selon vous, la liberté de caricaturer ? J'étais le premier à me battre pour Charlie. Je me souviens, c'est une manifestation que j'avais faite avec ma mère, qui avait manifesté pour Charlie. J'étais gamin quand j'avais manifesté pour Salman Rushdie, pour Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. Je suis pour la liberté d'expression, évidemment. Mais franchement, un peu de respect, un peu de décence. Didier Deschamps n'a pas encore enterré sa mère. Ce dessin, je ne l'ai pas trouvé drôle. Je l'ai trouvé écœurant. Et ça m'a choqué. Et j'ai une pensée pour Didier Deschamps, j'ai une pensée pour mon ami Guy Stéphane. Donc ce tweet, c'est un tweet du cœur. Et je pense qu'un peu de décence, un peu de respect pendant les périodes de deuil, c'est ce qui caractérise une société humaine, humaniste. C'est pas le rôle de Charlie Hebdo, parfois, d'être dans l'outrance ? On peut être dans l'outrance, mais moi, ça m'a pas fait rire. Et franchement, je trouve que c'est blessant et méchant. Mais c'est le principe aussi de la liberté d'expression. Oui. Merci Karim Bouamrane d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci.